les héros du ciel. Bonjour chers internautes, c'est l'heure de votre émission 1 heure d'info. Dans un instant, le sommaire. « 16 février 1994, 16 février 2021. Cela fait 27 ans que le Sénégal se remémore de la manifestation la plus sanglante dans l'histoire politique du pays. L'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr est loin de connaître son épilogue. Après l'intifada entre les Sonko Boys et la police, après les réactions politiciennes, place à la justice de faire son travail. Au moment où les députés s'activent pour la levée de l'unité parlementaire de Ousmane Sonko, ses partisans sont traqués par la police de la cybercriminalité et d'autres sont déjà en garde à vue. Le Sénégal vient de réceptionner 200 000 doses du vaccin chinois Sinopharm. La cérémonie de réception se déroulait ce mercredi 17 février à l'aéroport international Blaise Diagne en présence du chef de l'État, M. Macky Sall. Dans un instant, le développement. Je vous le disais dans les titres, 16 février 1994, 16 février 2021, 27 ans que le Sénégal se souvient encore de cette journée tragique. Nous allons revivre l'histoire dans le documentaire de M. Mamata Gueye de l'ONG Jamra. Le 10 janvier 1994, le Sénégal, à l'instar des autres pays membres de la zone franc, subit de plein fouet la dévaluation du franc CFA. Un plan d'urgence dicté par la Banque mondiale pour relancer la croissance est alors mis en chantier. Pris en effet dans une spirale de pauvreté sans précédent, le peuple se met à gronder. Le 16 février 1994, des émeutes éclatent à Dakar, suite à un rassemblement de l'opposition sur le boulevard Général de Gaulle. Bilan 6 policiers tués, ainsi qu'un militant Moustachidine Wal Moustachidat, Mohamedou Lamine Samb. Abdoulaye Wade du PDS, Landing Savané de Andedjef PADS, ainsi que Serigne Moustapha Sy, leader du mouvement Moustachidine Wal Moustachidat, sont incarcérés à la prison centrale de Rebeuss. Le Sénégal est au bord de l'embrasement. Mais Abdou Diouf accepte de jouer la carte de l'apaisement et de renouer le fil du dialogue avec l'opposition, aidé en cela par un facilitateur comme Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh. C'est ainsi qu'Abdoulaye Wade et ses co-détenus furent libérés en août 1994. Le 15 mars 1995, Abdou Diouf fait appel à Maître Abdoulaye Wade, qui, accompagné de certains responsables du PDS, intègre un gouvernement de majorité présidentielle élargie. Mais Abdou Diouf aura-t-il pour autant réussi à dompter son opposition? C'était le documentaire de Mamata Gueye de l'ONG Jamra. Par devoir de mémoire, Serigne Moustapha Sy, responsable moral du Daïratul Moustarchidine ou le Moustarchidat, n'a pas participé à cette date car elle a été arrêtée le 30 octobre 1993. À présent, nous allons parler de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Ce mercredi, les députés se réunissaient pour une séance de plénière en vue de lever l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Mais ils sont divisés par la question du X. Nous aurons les réactions de nos honorables députés Aïda Mbodj et Abdoulaye Wilane. Répondre aux questions préjudicielles. Je pense que les collègues ont eu une très bonne attitude, une attitude responsable en boudant la séance et en refusant de faire déférer effectivement notre collègue. Parce que notre collègue jusqu'à présent, Ousmane Sonko, ni moi n'étions pas effectivement là pour effectivement décider de l'attitude des collègues. Mais les collègues ont eu une attitude très responsable. Ils ont pris la pleine mesure de la situation parce que le président de l'Assemblée n'a pas voulu répondre aux questions préjudicielles, a arraché la parole, a muselé les députés. Donc il appartenait aux députés de vider la salle et de sortir. Alors, est-ce que nous pouvons attendre que Ousmane Sonko réponde à la commission ad hoc? Mais ses collègues vont le refuser, c'est sûr. Parce que tout simplement, ses collègues ne veulent pas effectivement que Ousmane compose. Parce que le premier jalon, c'était aujourd'hui. C'était d'abord la commission des lois et aujourd'hui la plénière qui devait ratifier la commission ad hoc. À partir du moment
où ce n'est pas clair. Jusqu'à présent, ils n'ont pas identifié ce X-là. Les députés de l'opposition, dans leur globalité, effectivement, ont refusé. Maintenant, on n'a pas encore vu Ousmane Sonko, mais en tout cas, la première réaction des députés, c'est de vider la salle, mais aussi de prendre les responsabilités pour dire que Ousmane Sonko ne viendra pas dans ce carnage. J'ai l'impression qu'ils font de la théâtralisation cynique sur le dos de l'émotion suscitée par la personnalité du député et l'ampleur des soutiens qu'il a. Abbas Fall, Madame Diop, femme de Biram Souley, Fatima Meng, pour ne citer que cela, tellement que la liste est longue. Aujourd'hui, nous allons faire la découverte de Fatima Meng du FRAPP. Je suis téméraire quand même. Je ne me laisse pas faire. Et quand j'ai une idée dans la tête, j'y vais jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est ce qu'elle a toujours fait. Fatima Meng, petit détail, mais dévouée par l'action, l'engagement. C'est tout à fait naturel en moi, quoi, parce que depuis toute petite, j'étais contre les violences, je me mêlais un peu de tout, de la politique. La dernière manifestation de non-langue, c'était le vide autour de moi, je ne ressentais plus rien, à part les bras de Fatima qui m'ont enlacé. Et là, elle pleurait, moi aussi je n'ai pas pu me retenir. Et elle, c'est une Yassine Boubou. Bientôt 10 ans qu'elle s'oppose, se bat pour le peuple. Depuis les événements du 23 juin 2011, Fatima n'a cessé d'être la jeune étoile qui brille au milieu des mouvements activistes, composés pour une bonne majorité d'hommes. Femme à poigne, signe de persévérance et d'endurance dans la lutte contre la violation des libertés, Fatima Meng a toujours joué les premiers rôles investis. Fatima, je la comparerai au fer. Vous savez, dans un bâtiment, le fer, on ne le voit pas. Mais c'est le fer qui maintient le bâtiment. Elle est très solide. Je l'ai vu dans les réunions prendre des positions très courageuses. Et ça m'a fait tellement plaisir. Parce qu'au Sénégal, on est dans un système patriarcal où la femme est confinée à certaines tâches. Je dirais que j'ai commencé à méditer en 2011-2012. Elle donne justement la figure de ce qu'est une vraie militante. Aujourd'hui, elle fait partie d'une nouvelle génération d'activistes qui voient les choses autrement, contestent autrement, jusqu'à récemment son interpellation par la DIC. Une interpellation qui survient dans une période précise où certains activistes sont fichés. Le chef de l'État, M. Macky Sall, assisté à la réception de 200 000 doses du vaccin chinois Sinopharm ce mercredi 17 février à l'aéroport international Blaise Diagne. On écoute sa réaction. Cette soirée du 17 février 2021 sera marquée d'une pierre blanche. L'histoire retiendra que le Sénégal fait partie des tout premiers pays africains à acquérir le vaccin anti-Covid. Aujourd'hui, et je le dis avec fierté, nous abordons une nouvelle étape de notre combat commun contre notre ennemi commun. Une étape porteuse d'espoir avec la réception de ces 200 000 doses de vaccins anti-Covid acquis auprès de la firme chinoise Sinopharm et convoyés depuis Beijing par notre compagnie nationale Air Sénégal. Le symbole est d'autant plus fort que c'est la compagnie nationale aérienne Air Sénégal qui a convoyé ses premiers lots de vaccins anti-Covid en provenance de la Chine avec un conditionnement réparti en 6 box. Chaque box fait à peu près 8800 doses de vaccin avec un conditionnement qui lui permet d'avoir une température constante entre 2 et 8 degrés Celsius. Chaque boîte qui est là fait 350 kg. Donc ça fait x6 pour le poids de la palette. Nous avons eu un transport depuis Beijing de 22 heures environ. Et nous avons encore 9 heures de temps pour passer cette palette en chambre froide au niveau de la PNA. Description d'un parcours qui respecte toutes les normes de sécurité et de conservation optimale des vaccins anti-Covid, tout en garantissant sa qualité au moment du déchargement. La même rigueur sera observée jusqu'à l'acheminement des 200 000 doses de vaccins dans les différents districts du pays. Nous recevons ces vaccins dans d'excellentes conditions. Du conditionnement au transport, tous les standards internationaux de conservation et de sécurité ont été observés.
Ces exigences seront respectées tout le long du circuit de distribution jusqu'aux lieux de vaccination les plus reculés du Sénégal. Nous disposons en effet dans chacun des 79 districts de la chaîne de froid nécessaire à la conservation des vaccins dans les meilleures conditions, avec plus de 1700 réfrigérateurs, dont 1117 réceptionnés récemment. Tous ces équipements sont homologués par l'OMS et nous allons en acquérir d'autres qui permettront de conserver tous les types de vaccins. Un dispositif déjà en place pour aller vite, dont la campagne nationale de vaccination avec des cibles prioritaires pour faire face, dans un premier temps, à l'urgence. L'urgence aujourd'hui, c'est la protection de nos personnels de santé de première ligne dans la lutte contre la pandémie. C'est aussi la protection des personnes âgées de plus de 60 ans et celles vivant avec une comorbidité. Ce sont ces trois catégories qui constituent les cibles prioritaires pour lesquelles nous allons commencer la vaccination. 3 cibles prioritaires seront vaccinées. Une première phase annonciatrice d'une vaccination à grande échelle qui va toucher près de la moitié de la population. Le travail va continuer durant ces 2 prochains matchs d'abord et en terminant aussi la préparation aux Jeux olympiques avant de rallier Kigali pour la Coupe d'Afrique. On va essayer au maximum de voir tous les meilleurs joueurs possibles partout où ils se trouvent dans le monde pour pouvoir avoir vraiment une équipe compétitive lors de la Coupe d'Afrique à Kigali. Très bien de veiller à l'intégrité physique des joueurs, des journalistes, des commissaires de table. Donc je pense que c'est une très bonne initiative de le faire de la sorte. Football à présent, tour de cadrage, Coupe CAF, le Giraffe de Dakar a un pas de la qualification après son succès 1-0 au Nigeria face au FC Platinum Malik. Oui, les Giraffe-men sont allés donc faire l'exploit en terre nigériane en battant le FC Platinum par 1-0. Ils sont à un pas de la qualification aux phases de groupe de la Coupe CAF. C'est pourquoi les dirigeants n'ont ménagé aucun effort pour mettre l'équipe dans les conditions optimales de performance. L'équipe a été tout de suite regroupée à Thiès. Ils ont foulé la pelouse du stade Lat Dior où doit se jouer le match. Aujourd'hui, il faut se concentrer sur l'objectif. C'est un match compliqué, mais les Giraffe-men restent quand même très objectifs et très concentrés sur le sujet. On va écouter Amadou Diop Boybandi, un des membres du staff technique. Je pense qu'on a frappé un grand coup. D'abord, en quittant Dakar, on était parti pour faire un bon résultat, un résultat positif, pour mieux préparer la manche retour. Dieu merci, on a fait un hold-up là-bas. Et comme on était parti dans un terrain inconnu, aujourd'hui, on a des repères sur cette équipe-là. Je pense que, voilà, on a les arguments, on a nos armes en main pour pouvoir mieux préparer la manche retour. Parce que, voilà, on connaît maintenant cette équipe-là. Je pense qu'aujourd'hui, comme plus que jamais, le Giraffe ne doit pas rater cette phase-là. Donc, l'équipe est mise dans d'excellentes conditions. Donc, on est arrivé avant-hier et le lendemain, on est venu à l'hôtel Lat Dior, en face de l'estade, pour faire notre regroupement là. C'est pouvoir donner le maximum de concentration, le maximum de force et d'énergie pour pouvoir préparer le match de dimanche. Je pense qu'on a nos atouts en main et ça, c'est une occasion, comme on dit, à ne pas rater. Et l'équipe a bien préparé ça. On a sorti la grande artillerie. On n'a pas lésiné sur les moyens, surtout en passant, on félicite le président Chefek. Donc voilà, tous les Giraffe-man sont debout, le peuple sénégalais est debout pour pousser les Girafes à cet exploit-là. Malik, et on termine avec cette bonne nouvelle pour les férus de la lutte sénégalaise. La saison démarre le 1er mars.
Enfin, ils vont pousser un ouf de soulagement. L'attente a été longue et très anxieuse pour les promoteurs, tout comme pour les lutteurs et même pour les amateurs. Maintenant, c'est officiel. Le 1er mars, l'arène va ouvrir ses portes et les promoteurs peuvent désormais prendre leur date et commencer les organisations. Mais toujours est-il que ce sera en huis clos. L'essentiel pour les promoteurs, c'était de déposer leur doléance auprès du CNG, qui a déposé également un mémorandum auprès du ministre des Sports, qui également a transmis le document au président de la République. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre et les coups vont commencer à pleuvoir. On va écouter Adam Bob, chargé de communication de la Fédération sénégalaise ou bien du CNG de lutte, au micro de Sekou Saïdi. Je confirme que la saison sera ouverte le 1er mars. Le 1er mars, Inch'Allah. Les modalités sont les suivantes. Les promoteurs qui sont prêts et qui peuvent venir régulariser les combats qu'ils avaient montés au niveau du bureau du CNG. Ils seront autorisés avec l'accompagnement du CNG à organiser des combats à partir du 1er mars à huis clos, avec le respect des mesures sanitaires, des mesures barrières. Parce que nous CNG, nous ne reconnaîtrons promoteur près que quand il se présentera à nous, en nous disant voilà, j'avais déjà donné telle avance à tel et tel lutteur, maintenant je viens compléter le reliquat. À ce moment-là, nous prendrons ça en compte et l'accompagnerons pour réaliser ses combats. Maintenant, la balle est dans le camp des promoteurs, c'est à eux maintenant de se mettre au travail, et tout en sachant que la saison officiellement elle est ouverte à partir du 1er mars. Celui qui est dans les dispositions d'organiser sera le bienvenu au niveau du CNG. Il sera accompagné par le CNG pour, dans le respect des mesures barrières. L'opposant russe Alexei Navalny, 2 fois condamné dans une même journée par un tribunal de Moscou. Un des procès s'est déroulé dans l'après-midi. Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale poursuivait Alexei Navalny pour diffamation et le vieil homme a obtenu gain de cause. Navalny, reconnu coupable, est condamné à une amende de près de 10 000 euros. À l'origine de cette affaire, il y a un clip vidéo dans lequel un ancien combattant prenait fait et cause pour Vladimir Poutine. Navalny avait qualifié le vieil homme de traître. Lors de l'audience ce samedi, l'opposant à Vladimir Poutine s'en est pris à la justice. Vous vous servez de ce vieil homme comme d'une marionnette, a-t-il lancé à la juge. Et c'est ça qui est honteux. Il n'a pas pu s'exprimer. Et en plus, vous avez signé les documents à sa place. Vous irez brûler en enfer pour tout ça. Plus tôt dans la journée, Navalny avait été condamné dans une autre affaire. Une peine de 2 ans et demi de prison ferme pour violation de contrôle judiciaire. La Cour a en fait rejeté l'appel déposé par Navalny. La procureure a souligné que Navalny s'était soustrait à de nombreuses reprises au contrôle judiciaire auquel il était soumis et que cela justifiait que la peine de prison, initialement avec sursis, soit commuée en peine de prison ferme. Âgé de 44 ans, Alexei Navalny risque donc d'être transféré dans un camp de travail pour y purger sa peine. Ses avocats ont néanmoins indiqué qu'ils allaient se pourvoir en cassation. La contestation se poursuit en Birmanie. La répression aussi. Au moins 6 personnes auraient été blessées ce samedi par des tirs à balles réelles, d'après des médecins. Près de 3 semaines après le putsch qui a renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi, les protestations et les sanctions internationales ne semblent pas arrêter les généraux. Ils affirment ne pas utiliser de vraies munitions, mais c'est pourtant une balle réelle qui a blessé Mia le 9 février dernier, d'après ses médecins. La jeune femme de 20 ans, devenue une icône, est décédée ce vendredi. Un hommage lui a été rendu ce samedi à Rangoon. À ce jour, les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, anciennes puissances coloniales, n'ont annoncé que des sanctions ciblées contre certains militaires de la junte. De leur côté, Pékin et Moscou, alliés traditionnels de l'armée birmane, considèrent la crise comme une affaire intérieure au pays. La contestation, largement pacifique, est même visible depuis le ciel, grâce à ces images satellites. Nous sommes à Codogno, petite ville du nord de l'Italie. C'est là que le 21 février 2020, un homme de 38 ans était testé positif au Covid-19.
Premier cas confirmé en Italie et même en Europe. Le virus allait se répandre comme une traînée de poudre, bouleversant à jamais le quotidien jusque-là paisible de cette localité de Lombardie. Un an après, dit cette femme, ce qui a changé, c'est qu'on fait beaucoup plus attention pour tout ce qui touche au Covid. Notre vie a changé de manière radicale. On n'a plus la même liberté qu'auparavant. On a le sentiment qu'on a dû faire face à un tsunami, à une bombe atomique, à une météorite, ajoute le maire de la ville. C'est quelque chose d'inimaginable. On aurait pu être totalement submergé, être emporté par la vague. Mais en fait, on est resté unis. Les gens ont fait preuve de solidarité et d'entraide. Les liens au sein de notre communauté nous ont permis de faire face. Chacun a tenu son rôle et ça nous a permis de résister à quelque chose qui nous dépassait totalement. Afflux de patients à l'hôpital et les cortèges funèbres dans les cimetières. Il y a eu ici autant de morts en 2 mois, entre mars et avril 2020, qu'en une année entière en temps normal. Le président italien s'était rendu à Codogno en mai et il avait eu ces mots. C'est ici que notre voyage de souffrance a commencé. Le gouvernement français n'exclut pas un reconfinement localisé à Nice où l'épidémie de Covid-19 sévit fortement. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est rendu sur place ce samedi pour visiter un hôpital et concerter les élus locaux. Des décisions pourraient être prises avant dimanche soir. C'est aussi la ville, la métropole, où l'incidence virale est la plus haute actuellement dans notre pays. Je peux dire, pour résumer les choses, que chaque jour à Nice, il y a 500 personnes qui tombent malades du Covid. C'est beaucoup. Il faille prendre des mesures supplémentaires, en plus du couvre-feu, en plus des restrictions qui existent déjà à Nice comme dans toute la France. En Russie, le Premier ministre Mikhail Mishustin a annoncé l'homologation d'un 3e vaccin contre le Covid-19, baptisé Covivac. Plus de 120 000 doses du sérum vont être distribuées dès la mi-mars en Russie, alors que le pays annonce avoir ouvert 4000 centres de vaccination. Au Portugal, pays très lourdement touché par le Covid-19, une initiative a été lancée pour fournir au personnel de santé des produits d'hygiène, de la nourriture et des boissons. Les hôpitaux du pays sont mis sous pression par la pandémie. Au Royaume-Uni, les résidents des maisons de retraite vont pouvoir de nouveau avoir des contacts physiques avec leurs proches dès le mois prochain, mais les embrassades seront encore prohibées. Enfin, en Nouvelle-Zélande, la vaccination démarre. 12 000 doses vont être inoculées dans un premier temps. En Algérie, les autorités ont libéré ce vendredi soir une trentaine de détenus d'opinion conformément à une décision de grâce présidentielle. Parmi les personnes libérées, le journaliste Khaled Drareni, fondateur d'un site d'information et correspondant en Algérie de l'ONG Reporters sans frontières. Ses premiers mots à la sortie de prison ont été pour remercier ceux qui l'avaient soutenu et qui défendent son combat pour une presse libre. Il a aussi appelé à la libération de tous les détenus d'opinion, toujours sous les verrous. Ces libérations de militants et d'opposants politiques s'inscrivent dans le cadre des gestes d'ouverture décidés par le président algérien. Dans une allocution ce jeudi, Abdelmajid Tebboune a annoncé l'organisation de législatives anticipées d'ici à la fin de l'année, ainsi qu'un remaniement ministériel imminent. Et c'est aussi lors de ce discours qu'il s'est engagé à accorder une grâce au profit des détenus du Irak. Le Irak est ce vaste mouvement de protestation populaire déclenché il y a 2 ans pour exiger davantage de liberté et de démocratie. À force de rassemblements, les manifestants ont obtenu notamment le départ du président Bouteflika. Mais pour certains, le combat n'est pas fini. Plusieurs rassemblements sont ainsi prévus ce lundi pour le 2e anniversaire du début du soulèvement. Des sauveteurs à pied d'œuvre à Jakarta en Indonésie après des pluies torrentielles dans la nuit de vendredi à samedi. Des quartiers entiers de la capitale sont inondés ainsi que des dizaines de routes principales. 1300 habitants ont dû être évacués et hébergés dans des abris temporaires. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer. Les équipes de secours donnent la priorité au sauvetage des bébés, des enfants et des personnes âgées. Dans certaines parties de la ville, le niveau de l'eau est monté jusqu'à près de 3 mètres. Mégalopole d'environ 30 millions d'habitants, Jakarta subit régulièrement des inondations pendant la période des pluies. L'an dernier, des averses avaient provoqué des glissements de terrain dans lesquels au moins 67 personnes avaient perdu la vie. Il n'est pas rare que les crues atteignent le 2e étage de certains bâtiments après le débordement de rivières.
Pour les amateurs du genre, de nouveaux films de science-fiction sont désormais disponibles en streaming, en vidéo à la demande. Le premier, L'Abscisse, raconte l'histoire d'un monde futur où une multinationale embauche des entrepreneurs indépendants pour poser des câbles afin de déployer une nouvelle génération d'ordinateurs quantiques. Son réalisateur met en avant une façon éthique de tourner. On ne pouvait pas faire un film sur l'exploitation des travailleurs et exploiter en même temps nos équipes. Donc s'il y a un film où il fallait arrêter cela, c'était bien celui-là. Il n'y a pas eu de travail en dessous du salaire minimum. Il y avait une politique que tout le monde devait adopter. Nous avons également intégré toute l'équipe à plein temps dans la structure de profit finale du film. Donc dès que le film devient rentable, tout le monde aura le même bonus. Everyone sees the same bonus. Cabling is a private monopoly. They have chosen to abuse us. L'autre production est une série allemande. Derrière Tribes of Europe, on retrouve la même équipe que celle qui avait produit le film oscarisé La vie des autres et la série sur Netflix Dark. Dans un futur dystopique, le monde se retrouve divisé en factions rivales. La série est accessible depuis peu. Ainsi, cet élément met fin à notre émission 1 heure d'info. On vous donne rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro.